Et comme je vous l'annonçais précédemment, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Camille de Toledo. Camille de Toledo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes avec Merci. nous pour votre nouveau roman graphique qui s'intitule Le fantôme d'Odessa, un roman que vous avez écrit et illustré par le très grand Alexander Pavlenko. C'est paru chez De Noël Graphique et c'est un événement. C'est un événement pour moi en tous les cas, mais je pense pour de nombreux lecteurs, pour plusieurs raisons. Alors, je voudrais juste, avant de donner ces raisons, rappeler que c'est votre second roman graphique. Pour le premier, je vous avais reçu également. Le premier, c'était autour d'Herzl, la personnalité d'Herzl, et c'était déjà quelque chose d'important. Le premier était en noir et blanc, celui-là est en sépia et en couleur, on peut appeler ça comme ça. Pourquoi un événement? Parce que finalement, avoir choisi le roman graphique pour évoquer la personnalité d'Isaac Babel, c'est une façon peut-être de faire passer un message aux plus jeunes générations. Est-ce pour cela que vous en avez fait un roman graphique et non un roman tout court ou une biographie? Oui, c'est vrai, c'est toujours une question, ce que j'écris aussi simplement, sans images, mais j'ai toujours eu ce rapport très intense avec les images qui vient, je crois, aussi de mon père, qui était producteur de cinéma, et donc il y avait toujours cette dimension du scénario, de l'image à la maison. Mais c'est vrai que lorsqu'on en vient à des figures historiques, hein, c'est le cas de Herzl, c'est le cas aussi d'Isaac Babel, c'est comment est-ce qu'on explique le XXe siècle aux enfants? Moi, c'est une de mes grandes questions. J'ai 3 enfants et comment est-ce que je vais leur dire, tiens, qu'est-ce qui a eu lieu? Moi, je suis né dans ce XXe siècle, on en porte la trace. Je dis Oui. parfois que le XXe siècle nous laisse avec 2 grands fantômes. Le fantôme d'un judaïsme européen, pour la plupart détruit, et puis le fantôme du communisme, qui est aussi quelque chose de très complexe à expliquer aux enfants. Bien Qu'est-ce sûr, que c'était le communisme? c'est Et, pas euh, évident. et Babel, en fait, Isaac est à la croisée de ces 2 fantômes. Il est à la croisée du fantôme de la destruction de ce qu'on a appelé le Yiddishland, hein, tout cet espace qui était surtout dans la zone de résidence d'ailleurs, enfin là pour le cas de Babel, hein, en Russie, et puis et Odessa comme une enclave de liberté au sein de ce Yiddishland, et puis par ailleurs effectivement cette fin des hommes rouges, cette fin de l'homme rouge, cette fin du communisme, du marxisme, et voilà, Babel porte ces deux fantômes. Alors, comment justement, depuis quand avez-vous décidé de consacrer une de vos œuvres à Babel et pourquoi? Alors, c'est il y a 3 ans vraiment, juste après le Herzl. En fait, je pense qu'avec Alexander, on s'est peut-être donné un peu pour mission de faire ça ensemble, c'est-à-dire de ramener à la vie ce qui a été détruit. Peut-être on peut dire les choses comme ça. Oui, Et par le dessin, ça vit. bien sûr, ça Euh, vibre et ça même. vibre. Et par Oui, le dessin d'Alexander aussi, ça vibre. Il a ce oui. trait comme ça. Et il porte cette mémoire-là, d'ailleurs, dans son trait de dessinateur, d'illustrateur. Donc, on cherchait en fait le lieu après Herzl. Et puis, on en est venu à parler de Babel. Il avait une passion pour Babel. Pour moi, c'est vraiment un mensch, Isaac Babel. Complètement. C'est vraiment un homme de la bonté. Et quand on a trouvé le point d'accroche, c'est lorsque j'ai compris qu'il y avait cet enfant, cette fille à Paris, la plupart de la sœur de Babel, la mère de Babel, et sa première femme et sa fille Nathalie étaient en fait entre la Belgique et la France. Et tout d'un coup, j'ai vu se dessiner ce lien entre la Russie babélienne, qui est une Russie juive, aussi une Russie justement, enfin, moi je considère Babel comme un écrivain russe, mais qui écrit le yiddish, parce que c'est un traducteur de Sholem Bien Aleichem. sûr. On sent la couleur qu'il donne à la langue russe est une couleur, qui vient aussi de cette connaissance du yiddish. Et donc, il y a eu voilà, ce lien très fort, et c'est quelque chose qui m'émeut, moi, cette question de la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet aux enfants? Et quand j'ai commencé à apercevoir cette ligne qui joignait le Babel en train de mourir dans les geôles de Staline, à Moscou, et sa fille à Paris, et quand j'ai commencé à me dire, tiens, ça y est, je peux écrire la lettre d'un père à sa fille. Là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose comme un témoignage impossible et possible que l'on pouvait transmettre.
Et alors justement, donc, c'est l'accroche que vous avez choisie. C'est cette filiation qui finalement, pour sa fille, malheureusement, n'a jamais été, et pour lui aussi, bien sûr, mais n'a jamais été concrétisée. Et cette absence très lourde, ça a fait écho en vous, Oui, oui, alors le lien en évidemment, dehors de l'œuvre de Babel oui, en elle-même. bien sûr, parce que bon, quand on est voilà écrivain, on va chercher quand on parle de quelqu'un d'autre, d'une autre trace, d'une autre mémoire, d'une autre vie, on va toujours chercher des émotions en soi. Il se trouve que bon, j'en ai un peu parlé dans un autre de mes livres qui est Thésée, sa vie nouvelle, et Oui, euh, pour lequel je vous ai reçu. voilà. Je n'ai pas dit non plus, mais c'est comme une évidence qu'avec une douzaine de romans, essais et récits à votre actif, en sélection finale des prix Goncourt et Médicis, vous vous imposez comme une voix majeure, ce qui est vrai de la scène littéraire française, voire européenne, Et puisque vos œuvres sont traduites. oui, merci. Et écoutez, oui, donc c'est ça en fait, c'est qu'il y a il y a la lettre, en fait, le fantôme de dessin, c'est ça, c'est la lettre d'un père à sa fille, alors qu'il sait qu'il va mourir dans les geôles de Staline. Et pour écrire cette lettre, parce que je me suis mis dans les pas de Isaac Bah Babel, oui, et là bien sûr. et là c'est comme un travail d'interprète, c'est comme un travail de comédien, de comédienne, c'est-à-dire que il va falloir incarner cette parole, il va falloir non seulement comprendre le style de Babel, mais il va falloir l'écrire à la fin, cette lettre, à sa fille. Et, euh, et là, on va chercher des émotions. On va chercher des émotions. Et une des émotions que j'ai été chercher, c'est cette question qui est restée en moi après la mort de mon frère, après son suicide, d'une lettre qu'il n'a pas écrite pour sa fille. Voilà. Il a laissé une petite fille qui est aujourd'hui plus une enfant, qui est une grande. Et donc, on va chercher ça. On va se dire, tiens, mais comment est-ce que j'écris une lettre manquante? Et surtout, alors ça, c'est aussi une des grandes émotions pour moi dans le fantôme d'Odessa, c'est de penser la manière dont elle est arrivée jusqu'à nous. Comment cette lettre qui est écrite en prison a traversé la moitié d'un siècle pour arriver jusqu'à nous. Et c'est toute l'histoire qui est dans le fantôme, avec en plus un, un grand morceau, je dirais, de l'histoire littéraire russe, Oui, puisque Babel a laissé les récits d'Odessa, évidemment. et il en avait tiré un scénario à la demande de Eisenstein. Sergei Eisenstein, le grand cinéaste, Potemkin, etc., qui était un ami à lui, lui avait dit, écoute, je voudrais adapter ça. Et donc, Babel est également, vous voyez, scénariste. Donc, se mettre dans ses pas, c'est ça, c'est être écrivain, être scénariste, chercher la voix du père à sa fille. Et pour revenir sur ce trait ténu du rapport père-fille, euh, c'est aussi une belle question d'écrivain. Pourquoi? Parce que toute sa vie, Babel est très connu. Il est très lu. Il est lu vraiment Il est reconnu, il est apprécié, de bien par le sûr. monde. Oui. Et tout d'un coup, en prison, un peu comme Stefan Zweig qui avait lui perdu tout son lectorat parce qu'il n'était plus édité, mais lui, c'est depuis la prison, il y a plus. Et sa seule lectrice qu'il a en tête à ce moment-là, c'est cet enfant. Comme s'il changeait complètement l'axe de son écriture en disant, bon, maintenant que je vais partir, qu'ils vont me tuer, qu'est-ce que j'ai à laisser? Quel testament je laisse à cet enfant? Quel testament pour la suite? Pour lui expliquer pourquoi elle n'aura pas de père. Donc voilà ce qu'est le fantôme de dessin et aussi une manière d'élucider le rapport de Babel à la Révolution, quoi. Bien Qu'est-ce sûr. que c'est ce rapport de Isaac Babel à la Révolution? Et alors justement, donc sa femme et sa fille s'étaient réfugiées, entre guillemets, en France. Pourquoi ne les a-t-il pas suivies? Ça, c'est vraiment, vous voyez, sur Herzl, j'étais allé vraiment chercher la question biographique. Oui, La question sur Herzl, c'était pourquoi il trahit sa classe oui, de juifs bien sûr. assimilés pour, voilà. Eh bien, sur chaque vie, il y a toujours une ou deux ou trois questions sur lesquelles. Et Babel, c'est vrai que quand on étudie sa biographie, c'est ça. C'est pourquoi il n'est pas resté à Paris. Il est venu 3 fois, il est venu 2 fois lui rendre visite, il a connu très brièvement cet enfant, il était attaché à elle, il avait sa première femme. Pourquoi il va se jeter dans la gueule du monstre en sachant qu'il a très bien compris ce qu'il a advenu de la Révolution Bien sûr. et le tournant stalinien. Donc, en fait, pourquoi il va vers la mort? Ou pourquoi il accepte de retourner en Russie soviétique alors que tous les écrivains et les poètes progressivement disparaissent, sont arrêtés?
Ça, c'est une question, voilà, une vaste énigme, et c'est ça qu'il essaye d'expliquer à cet enfant. C'est ça qui, dans sa dernière lettre, dans le fantôme d'Odessa, c'est ça finalement qui va essayer de lui dire pourquoi j'ai pas su rester avec toi Mais oui, à Paris, et pourquoi j'ai été me jeter dans la gueule du du monstre. loup. Ouais. Alors, il y a un texte qui est rajouté, parce que sinon il serait dans le livre, et qui m'a beaucoup ému. C'est une photo, en fait, l'une des rares qu'on a, d'Isaac Babel et de sa fille quand elle avait 4 ans. Et c'est un texte que vous avez écrit. C'est un commentaire, en fait, de cette photo à partir des éléments que vous connaissiez et, en fait, de ce que vous en avez déduit, vous, Camille de Toledo, en regardant l'image. Ça s'intitule « À l'origine du fantôme d'Odessa », cette image. Pourquoi avoir souhaité rajouter ce très, très beau texte? Alors, je dois préciser que je le mettrai, ceux qui me suivent peut-être sur les réseaux, je le mettrai en ligne, je pense, à un moment donné, mais c'est surtout pour vous, Ah, qui êtes d'accord. les médiateurs des livres, etc. Oui. Est-ce qu'il n'est pas dans les livres qu'on trouve en librairie? Ah, d'accord. Mais c'est effectivement, en fait, on est parti. Alors, ce qu'on aura dans le fantôme d'Odessa, par contre, c'est l'image, c'est la photographie, puisque à la fin du livre, il y a toute une annexe documentaire où on parle du chemin qu'a suivi Nathalie Babel, qui est une histoire aussi très émouvante. Elle a survécu pendant la guerre en France avec sa mère. Elle est repartie ensuite pour les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a tout le chemin de cette enfant devenue grande, là aussi, Nathalie Babel, qui attend des nouvelles de son père. Donc, on a quand même les éléments documentaires dans le fantôme d'Odessa, et on est parti de cette image. Pourquoi? Parce que c'est sur cette image qu'on comprend toute la passion du père pour sa fille. Bien C'est-à-dire que sûr. c'est un homme qui a eu 3 enfants. Le premier, il n'a pas eu la chance de connaître parce qu'on lui a en quelque sorte un peu confisqué. Ce serait un peu long d'expliquer comment, mais en tout cas, c'était un garçon. Puis il y a eu Nathalie, 1929, sa naissance, et il fait sa connaissance en 1933, pendant son second voyage en France. Babel adorait la France, il adorait Maupassant, c'était son héros. Il pouvait écrire le français, il voulait devenir en quelque sorte d'abord, dans son jeune âge, un écrivain français. Donc voilà, c'est un écrivain, comme je les aime, de l'entre des langues. L'entre des langues, j'aime beaucoup ça. Il entrelace les langues, le yiddish, le russe, le français. Et sur cette image, on voit tout, cette intensité du regard du père pour l'enfant. Et c'est très, très, très bouleversant. Donc, ce roman graphique, il vient de sortir, mais j'imagine que vous avez déjà eu peut-être des réactions, non seulement de la presse, mais de lecteurs. Qu'est-ce qu'on vous en a dit? Ce qui me revient pour l'instant, mais c'est tout juste, hein, puisqu'il est paru là, il y Oui, a il quelques vient de jours. sortir. Et parfois, voilà, les gens sont un peu occupés à d'autres choses. Par exemple, les Oui. terrasses en ce moment. C'est la grande question des Et terrasses. alors, quoi de Et peut-être mieux que que de de lire lire le le fantôme fantôme? Voilà. d'Odessa en terrasse. Exactement. Et, mais ce qui me revient, c'est c'est vraiment l'émotion de cette voix d'un mort, de cette voix de Babel qui est ramenée à la lumière, au jour, lorsqu'on ferme le livre. Ce sont les derniers mots d'Isaac Babel à sa fille. Et donc, voilà, moi j'ai pour l'instant des belles émotions. Ça ne m'étonne pas, c'est un monument, une fois de plus. On avait Herzl, on a Babel. Qui sera le troisième? On y réfléchit. Je pense que ça va être une histoire très inspirée de la vie du dessinateur. Ah, très, très bien. Voilà. Parce que, donc, Alexander Pavlenko. Pavlenko. Mhm. Et puis, je voulais dire qu'il y a la citation d'Isaac Babel au dos de cette couverture magnifique. Tout est tué par le silence. Isaac Babel. Je vous propose, Camille de Toledo, qu'on termine cette émission avec une musique d'Odessa. C'est un groupe français qui l'interprète, Horseradish. Ça s'intitule Bulgarish Odessa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je le rappelle, le fantôme d'Odessa, Camille de Toledo, Alexander Pavlenko, chez De Noël Graphique. Merci Au revoir, infiniment. belle journée. Merci, belle journée à vous tous.